Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Clés d'une vie, celle de mon invité, la passion de vos jeunes années vous a permis de prendre votre envol et de découvrir à 3 reprises des étoiles qui continuent plus que jamais à briller dans vos yeux. Vous le racontez dans un livre dont les propos ne sont absolument pas terre à terre. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes le 3e astronaute français, je crois, d'après mes souvenirs. Vous avez publié avec Franck Lehaut, un ami médecin, Entretien avec un astronaute aux éditions de Bock. On va en parler longuement tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours incroyable à travers des dates clés que j'ai retrouvées. D'accord ? Ah, alors, avec plaisir. La première date que j'ai trouvée, c'est le 9 septembre 1985. C'est votre première télé. Un reportage de 28 secondes sur les marches du Centre national d'études spatiales, où il y a 7 cosmonautes qui se présentent en disant qu'ils sont candidats à la navette européenne. Vous vous souvenez de cette image ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on l'a reproduite 35 ans plus tard, les mêmes. Enfin, Jean-Jacques Favier n'était pas là, mais on a rajouté sa photo. Et alors, à vrai dire, on savait déjà depuis juillet, mais on devait garder le secret absolu qu'on était sélectionné. Mais c'est vrai que quand vous apprenez que vous êtes sélectionné pour un jour partir dans l'espace, même si vous ne connaissez pas le vol, vous savez que s'il n'y a pas de gros pépins dans votre carrière médicale ou autre, eh bien vous volerez dans l'espace. Donc c'est très fort. Et puis, comme c'est annoncé publiquement, on est d'un seul coup très sollicité. Vous êtes tout jeune, tout timide, et il y a au premier rang le docteur Claudie Dehaye. Voilà, Claudie, donc qui est... Alors j'ai 26 ans et demi, elle a 27 ans et quelques, et c'est vrai que nous sommes très très jeunes, et nous restons à ce jour les plus jeunes sélectionnés astronautes en Europe, à cet âge-là. Et si vous êtes sélectionné, Jean-François Clairvoy, c'est aussi après une longue série de visites médicales, ça a été une batterie d'examens. Alors ça s'étale sur 1 an, il y a environ 8 étapes, chaque étape dure 1 jour ou 2, sauf l'expertise médicale effectivement qui dure 5 jours. On vous examine sous toutes les coutures, par tous les orifices. Pour le cœur par exemple, j'ai eu l'électrocardiogramme, le phonocardiogramme, l'échocardiogramme, l'hyperglycémie provoquée, l'urographie veineuse, des tas de tests, un peu de torture. Mais à la fin, on se connaît bien. Et on redoute les médecins parce qu'ils cherchent la petite bête. Alors qu'une fois sélectionné, c'est l'inverse. Ils cherchent à sauver notre peau dès qu'on a un pépin pour être sûr qu'on continue à être apte au vol spatial. Et le plus terrible, Jean-François Clairvoy, c'est le tabouret tournant. Oui, alors on l'appelle entre nous le test du vomissement. Oui. En fait, vous tournez à 30 tours minutes. Donc oui. Vous faites un tour complet sur le tabouret en 2 minutes. Il y a un moteur qui l'entraîne. Pendant 100 minutes dans un sens, puis 5 minutes dans l'autre, ça change comme ça régulièrement. Et toutes les 5 secondes, il faut balancer la tête entre les genoux ou derrière la nuque ou complètement à gauche, complètement à droite en pressant un interrupteur pour être sûr que la tête a vraiment fait Et pendant que vous tournez, et ça donne le tournis dingue. Mais j'avais réfléchi à l'aspect mécanique pour développer une technique qui me permettait de pas être malade. Et j'étais content parce que ma technique a marché. Mais j'ai des collègues qui ont été très malades tout de suite. Ils se sont forcés pour s'endurcir et réussir le test à la fin, et ils ont réussi. Ça, c'est formidable. Alors, il faut savoir que ça ressemble au manège de foire. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un manège unique à 80 mètres de hauteur qui a été à Rennes en 2011. C'est l'équivalent d'un immeuble de 25 étages, et on descendait. Et au sommet, il y avait King Kong. Alors, comme exactement à New York, au sommet de l'Empire State Building, sauf que là, il était au sommet de l'immeuble de la Sécurité sociale. C'est assez bizarre. Vous savez, je fais partie encore de la génération qui a passé un peu tous ces tests de torture, la chambre d'altitude, on fait le vide jusqu'à ce que vous tombiez dans les pommes, le tabouret tournant, la table basculante, la centrifugeuse. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore assez bien l'environnement spatial, et il y avait toujours beaucoup de recherches. Mais les sélections actuelles n'introduisent aucun test de performance physique. Aucun. Zéro. Incroyable. Il y a juste un test médical, test d'effort. C'est juste pour vérifier que vos poumons et votre cœur fonctionnent normalement. Même pas mieux que la normale, juste normalement. Mais tous les autres tests, comme le tabouret tournant, sont supprimés. Et on a dit de vous à l'époque, Jean-François Clairvoy, que vous aviez un protocole riche et complexe. Ah, ça, c'est le psychiatre. Après l'entretien, les tests du Rorschach, il m'a dit, écoutez, vous avez comment ils disent, un tempérament, c'est ça. Un protocole riche et complexe. Le mot protocole, riche et complexe, j'ai jamais compris ce que ça veut dire. Depuis, mon frère jumeau est devenu psychiatre. Oui. Il a tenté de m'expliquer, mais j'ai toujours pas compris. Alors, il se trouve que finalement, voler, c'était le rêve de toujours. Vous étiez dès l'enfance fasciné par le cosmos. Oui, vraiment fasciné par la 3e dimension en général et l'espace, puisque la nuit, au sens propre, je rêvais que je volais dans l'espace.
C'était, je me réveillais le matin, enfin très régulièrement, depuis l'âge de 6-7 ans. Et je revenais, quand je me réveillais, j'étais frustré parce que je me rendais compte que finalement, c'était pas vrai, c'était juste dans un rêve. Mais je me voyais souvent dans l'espace. Je m'élevais au-dessus de la maison, au-dessus de la ville, au-dessus du pays. Je voyais la Terre comme j'imagine qu'on la verrait depuis l'espace, depuis les cours de géographie, etc. Et puis j'allais de planète en planète à la vitesse de la pensée. Et je me voyais vraiment comme astronaute, c'est vrai. Et alors, il y avait un professeur de CM2 qui, lui, allait dans votre sens, mais à l'époque, on n'imaginait pas ce qu'allait devenir l'espace. Oui, c'était au tout début, on était, donc j'avais, à l'époque, en 69, j'avais 11 ans, presque 11 ans. Les premiers humains marchaient sur la Lune. Et le professeur nous disait, en observant l'accélération de la technologie des vols aériens, de l'avion de ligne, il disait, vous voyez, quand vous serez grand, quand vous aurez mon âge, vous pourrez aller passer vos vacances sur la Lune. Il le disait très sérieusement, c'était pas une blague. Et on avait 11-12 ans, donc, oui. et donc je l'ai cru. Oui, et peut-être que d'autres le feront un jour. Et à l'époque, il y a une série télé qui vous a fasciné. Écoutez. Star Trek. Ah bah oui. Star Trek, vous êtes un fan inconditionnel. Ah oui, oui. Parce que, contrairement à Star Wars, qui est une histoire de guerre, comme le dit le titre, je suis fan aussi, hein. Star Trek, c'est une histoire de pacification de la galaxie. Et tout était dans les personnages, rien dans le décor. Et adolescent, j'ai adoré cette série que je regardais quand j'étais au Liban. J'ai passé mon adolescence à Beyrouth parce que mon père était détaché là-bas. Et ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, dans toutes mes interventions, professionnelles, publiques, que ce soit les primaires, les collèges, où je cite toujours Star Trek. Notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement ce qu'on fait aujourd'hui dans l'espace. Exactement. Il y a eu 788 épisodes, 7 longs métrages, et curieusement, au début, ça n'a pas marché. Et c'est les fans qui ont réussi à imposer la série à la télévision américaine. Ah oui, alors, chez moi, j'ai des figurines de Spock, de William Shatner. J'ai l'insigne aussi sur mon blouson, l'insigne de la Starfleet de Star Trek. Oui, c'est une série qui m'a définitivement marqué au point d'y penser souvent. Et il y a une autre série qu'on a oubliée qui l'a précédée, c'est celle-ci. La 4e dimension, ça vous dit quelque chose ? C'était une série, la première série américaine de science-fiction. Il y a eu 138 épisodes et c'était une histoire fantastique, notamment sur l'espace, qui est passée en noir et blanc au début des années 60 à la télévision. Alors j'étais peut-être trop jeune. Je pense. Alors, votre première passion, je crois, c'était les avions télécommandés. Oui, de façon générale, je trouve que j'ai été fasciné par la capacité de commander une machine à distance, parce que j'avais l'impression d'être augmenté, d'être plus puissant, d'avoir plus de pouvoir. Et quand mes parents m'ont offert, gamin, une petite voiture téléguidée avec un câble, et je tournais le volant et je la faisais avancer et tourner, la voiture, c'était un peu une extension de moi. Et puis, après les avions, évidemment, on parle de la 3e dimension, de voler, du rêve de voler. Et donc, j'ai tanné mes parents pour qu'adolescents, ils me laissent passer du temps à fabriquer mes avions, à les casser, à les reconstruire. Et ça a développé chez moi l'intérêt pour les sondes interplanétaires. Puisque une sonde interplanétaire, c'est une extrapolation à l'espace de ce qu'est la télécommande d'avions et maintenant de drones à distance par radio. Et c'est ce que j'ai voulu faire d'ailleurs. Et alors, vous, au départ, vous songiez être médecin, architecte, puis ingénieur, et vous avez fait Polytechnique, ce qui est c'est quand même le sommet. Ça a été beaucoup de travail pendant l'adolescence. Alors c'est vrai que j'admirais mon parrain qui était médecin, cardiologue, et adolescent, je voulais être médecin. Mais j'aimais beaucoup aussi dessiner et construire et assembler. J'aimais bien tous les jeux d'adresse manuels et aussi cérébraux. J'aime bien tous les casse-têtes et les devinettes, mais c'est Polytechnique, c'était une façon de repousser plus tard le choix final de ce que j'allais faire au début de ma carrière. Et vous avez fait une thèse étonnante à Polytechnique, une thèse complètement hallucinante sur les raquettes de tennis et les balles. Ah, c'est génial. Avec un copain, Michel Bouvet, on a étudié la phénoménologie de l'impact balle-raquette au tennis avec des films à 4000, 5000, 7000 images par seconde de l'impact de la raquette quand elle tape et modélisé en éléments finis. C'était sérieux, hein. Mais ça nous a quand même donné droit à aller assister à la finale de l'époque avec Ivan Lendl et Björn Borg. Oui, donc vous avez bien travaillé à tout ça. Et ensuite, bon, vous avez fait beaucoup de choses, mais il y a eu le nombre d'écoles que vous avez fait, parce que vous êtes arrivé au CNES ensuite. Alors, effectivement, quand vous faites Polytechnique, vous avez une formation scientifique de très très haut niveau. Mais ça ne suffit pas
pour exercer un métier concret après, sauf si vous voulez faire de la recherche. Et donc après, on fait souvent une école, par exemple, d'ingénieur. Donc j'ai choisi Super-Héros à Toulouse, qui s'appelle ISAE, maintenant Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, où j'ai appris mon métier d'ingénieur en astronautique. Voilà, c'est la technique. Comment fabriquer et concevoir des machines qui marchent dans le vide spatial. Et dès ma sélection, on m'a envoyé faire une autre école, l'EPNER, E-P-N-E-R, École du personnel navigant d'essai de réception, où on apprend à faire des essais en vol, c'est-à-dire à tester des avions avant de les vendre aux clients. Donc, on éteint volontairement le moteur, on se met volontairement en vrille, on fait des trucs de dingue. Et là, j'ai une formation opérationnelle et c'était très utile pour ma carrière d'astronaute. Voilà, ça a été le point de départ de votre envol et on va évoquer une autre date importante pour vous, le 1er juin 1992. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Clairvoy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Une vie, celle de mon invité Jean-François Clairvoy. Nous parlerons tout à l'heure de Entretien avec un astronaute, ce livre que vous signez avec Franck Léo. Et on revient à une date importante de votre carrière, le 1er juin 1992. Vous ne l'avez pas oublié. Je crois que vous rentrez dans le corps des astronautes. Voilà, je quitte le corps des astronautes français que j'avais rejoint en 1985 vers le corps des astronautes européens qui m'ouvrent une porte pour être astronaute professionnel NASA à bord d'un navette spatiale. Et ce moment, vous l'attendiez depuis très longtemps. Alors en fait, en 85, quand j'étais sélectionné par la France, c'était pour voler chez les soviétiques. Oui. Donc j'avais appris le russe, etc. Mais la sélection avec l'Agence spatiale européenne m'ouvrait une porte pour devenir un astronaute professionnel destiné à voler plusieurs fois et pas astronaute passager invité chez une autre puissance spatiale. Et là, ça a été vraiment un tournant majeur. Vous étiez effectivement sélectionné pour aller à la Cité des Sciences, la Cité des Étoiles. Des Étoiles, pardon, près de Moscou, à 25 km de Moscou. Vous aviez appris le russe, y compris les mathématiques, je crois. Alors, le russe en 2 mois et demi, mais au bout d'un mois, nous étions 2 élèves, Michel Tonnier et moi, avec 4 professeurs. Et un des professeurs, il nous enseignait les maths, la physique, la chimie en russe. Alors, des maths à un niveau qu'on connaissait, mais il fallait qu'on sache résoudre des problèmes uniquement en russe. Triangle équilatéral, voilà, trouver le centre de gravité, des choses comme ça, et tout ça en russe. C'était génial parce que moi, j'adorais la technique et les sciences et les maths. Et le russe est une très belle langue. Et les Russes vous ont refusé à l'époque et vous êtes allé ensuite à la Cité des Étoiles. Effectivement, lors de la première opportunité éventuelle de vol spatial pour moi, le CNES me propose avec Jean-Loup Chrétien, et finalement les Russes choisissent Michel Tonini comme doublure de Jean-Loup Chrétien. Donc c'est une opportunité bien sûr très, très perdue et très décevante. Mais j'aurai l'occasion, un peu plus tard, d'aller faire un entraînement à la Cité des Étoiles pour m'imprégner quand même du vol habité russe, puisque je parlais russe, c'était intéressant. Et j'ai eu la formation totale sur Soyouz, sur Mir, qui me servira plus tard, même en décollant depuis la Floride en navette. Et je ne sais pas si vous le savez, Jean-François Clairvoy, mais il y a une tradition depuis Gagarine. Avant le décollage, selon la légende, il a demandé au conducteur de l'autobus qui l'emmenait vers le pas de tir de s'arrêter pour qu'il puisse faire pipi. Il a uriné sur la roue arrière du véhicule et depuis, tous les cosmonautes font la même chose quand ils décollent de Baïkonour. Alors, tous ceux qui décollent de Baïkonour, donc les Français, donc Jean-Loup Chrétien, Jean-Pierre Aigneret, Michel Tonini, Claudie Aigneret. Mais aux États-Unis, on n'a pas ce genre de rituels qui sont juste l'imitation de ce qu'a fait le tout premier, puisque en fait il s'agit de refaire les mêmes gestes que Gagarine. Oui. Le vol de Gagarine était un succès total. Suivons les gestes de Gagarine, parce qu'ils sont superstitieux. Mais aux États-Unis, on a d'autres coutumes, mais pas de ce genre. Alors, il se trouve que vous avez eu un privilège aussi, Jean-François Clairvoy. Vous avez été engagé au CNES sans passer d'entretien d'embauche, ce qui est une exception. Alors, c'était effectivement à la fin de l'école polytechnique. On est 300 élèves par promo à l'époque. Et à peu près, pour 150 d'entre eux, il y a déjà une place ouverte dans une organisation de l'État. Et vous choisissez en fonction de votre classement. Et moi, j'ai vu qu'il y avait une place ingénieur de l'armement. Donc, c'est la DGA, c'est une direction du ministère des Armées qui développe les armements pour les armées. Mais détaché au CNES tout de suite. Donc je savais en quittant l'école polytechnique, avant même de rentrer à Super-Héros, qu'à la sortie de Super-Héros, j'avais une place qui m'était due au CNES. Donc là, tous les directeurs m'ont reçu pour essayer de vendre
me vendent leur direction. Venez chez nous. Parce qu'ils savaient que j'allais être quelque part au CNES de toute façon. Donc venez chez nous faire des lanceurs, venez chez nous faire de la thermique, venez chez nous faire de la prospective. Et puis finalement, j'ai choisi, ce qui me plaisait, c'était travailler sur les systèmes de télécommande et de contrôle de pilotage des sondes interplanétaires et des satellites. En gros, je faisais ce que je rêvais quand j'étais gamin, c'est-à-dire télécommander des machines, voilà. Mais qui cette fois-ci partaient dans l'espace. C'était quand même plus fort. Mais en même temps, vous avez fait une chose étonnante, vous avez travaillé sur la comète de Halley. Oui, alors le premier projet qu'on m'a mis dans les mains, et vous allez voir, les choses se recoupent, c'est le projet franco-soviétique des sondes Vega, V comme Vénus, Ga comme Halley en russe, la comète de Halley. Et ces sondes avaient un problème sur la caméra française. L'obturateur ne s'ouvrait pas. On entendait un clac, mais ça ne s'ouvrait pas. On m'a dit, Jean-François, est-ce que tu peux trouver pourquoi? Parce que j'étais un automaticien aussi, j'étais spécialisé dans tout ce qui est contrôle automatique. Et j'ai eu l'idée de faire la même chose que j'avais fait pour ma thèse de l'école polytechnique. C'est-à-dire, j'ai proposé au CNES, prenons un film à plus de 3-4 000 images par seconde de ce que fait l'obturateur quand on le commande. Et on a vu qu'il s'ouvrait, grâce à mon idée. Il s'ouvrait, mais trop violemment, à tel point qu'on ne le voyait pas le nu, et c'est comme ça qu'on a résolu le problème. Et la comète de Halley, qui apparaît toutes les 76 ans, on est à peu près sûr aujourd'hui qu'elle est représentée sur la tapisserie de Bayeux qui évoque la bataille d'Hastings. Oui, en fait, c'est une comète qui était très visible, mais rarement visible. Oui, quand elle était visible, elle était très visible, la plus connue. Mais depuis, on a appris à en repérer plusieurs grâce à tous nos nouveaux télescopes. Alors, et on en a pris une en photo lors de mon deuxième vol. Oui, c'est un privilège aussi. Donc, les vols paraboliques, c'est devenu votre spécialité au départ, et c'est resté quelque chose de très cher à votre cœur. Eh bien, lorsque j'ai fait cette troisième école dont nous parlions, l'EPNER à Istres, l'école qui forme les spécialistes en essai en vol, on devait choisir un sujet de thèse de fin d'année. Alors là, il n'y avait rien qui pouvait s'apparenter à la raquette de tennis, bien qu'une balle, ça vole. Mais je connaissais le principe des vols paraboliques, ce sont des vols en avion, donc ça relève de l'aéronautique, mais qui servent le spatial, puisqu'on recrée la vraie apesanteur. Ce n'est pas une simulation, on met l'avion littéralement sur un arc orbital. Et Jean-Pierre Aignoret vient me voir à Istres, il me dit « Qu'est-ce que tu fais, Jean-François ?» Je lui dis « Regarde, j'ai choisi ça comme thèse. »« Ah, c'est sympa, écoute, ce serait bien si on développait ça en Europe. » Et on a développé ensemble le premier programme de vol parabolique, c'est-à-dire que j'ai baptisé 0G à l'époque, qu'on a protégé l'expression qu'en Europe, c'est pour ça que les Américains nous ont copié, et qui est devenue l'expression générique pour parler de ces vols en apesanteur, les vols 0G, donc on l'a lancé il y a 33 ans maintenant. Et ça continue aussi, et à l'époque, tout ce que vous inventiez relevait de la science-fiction, comme dans ce film. 2001 Odyssée de l'espace, ça vous a marqué bien sûr. Oui, alors c'est le film que j'ai vu le plus souvent jusqu'à ce que le film Gravity apparaisse il y a quelques années. Mais 2001, oui, c'était crédible tout ce qu'il y avait. Culte. Ah oui, oui. Oui, c'était un film dans lequel Stanley Kubrick s'imposait de respecter les lois de la physique. Donc, comment représenter la vraie apesanteur? À l'époque, c'était pas par des vols paraboliques, mais par des artifices, mais très, très bien faits. Mieux fait que certains films actuels, où l'apesanteur, quand elle est fausse, elle est très mal simulée. Par contre, dans le film Gravity, par exemple, elle est très très bien faite aussi. Donc voilà, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pour moi le film culte au début de ma carrière d'astronaute. Oui, et on oublie qu'au départ, c'est un roman britannique, Arthur Clarke, qui l'a écrit, et les droits ont été pris par Kubrick, et en a fait un film culte, effectivement. Arthur Clarke, écrivain, pas scientifique au départ, qui a inventé le principe de l'orbite géostationnaire. Et qui a écrit un roman d'ailleurs fameux, Les Fontaines du Paradis, qui raconte l'histoire d'un ingénieur qui invente l'ascenseur spatial, qui est un sujet de thèse pour ingénieurs en astronautique tous les ans, très sérieux, mais on n'a pas le matériau encore. Ça reste de la science-fiction, mais ce n'est pas interdit par les lois de la physique. Et puis vous avez fait des choses étonnantes, il y a eu un projet de record du monde de parachute, Jean-François Clairvoy, qui n'a pas abouti et qui aurait été utile pour si on s'éjectait dans l'espace. Alors ça, c'est aussi un raté. Lorsque je travaillais sur le programme Hermès en tant qu'astronaute, j'avais déjà tous mes brevets sportifs de parachutisme. Pour vous dire, j'étais intéressé par le vol, puisque j'avais tous mes brevets de parachutisme, j'étais pilote privé. Et là, je candidate pour le record du monde de saut en parachute à 38 km. Et suite à un changement de ministre, lors de la réélection de François Mitterrand, le projet a été arrêté alors qu'on était à quelques mois et j'aurais peut-être fait ma première sortie dans l'espace ce jour-là. Ah oui. Mais c'était fait finalement beaucoup plus tard. Et paradoxalement, alors que vous préparez des sorties dans l'espace, vous allez travailler dans des caissons hyperbares sous la mer.
Oui, parce qu'on sait que le milieu analogue au milieu spatial, sur Terre le plus proche, c'est le milieu sous-marin. Donc tous les astronautes sont formés à être plongeurs professionnels. Et à l'époque, le CNES m'a envoyé travailler à la COMEX et à travailler aussi avec le GISMER, avec des spécialistes du milieu hyperbare. Et j'ai même réalisé une plongée à 80 mètres au sec dans un caisson pour connaître ce qu'on appelle la narcose des grandes profondeurs, l'ivresse des grandes profondeurs, mais sans risque de noyade. Et effectivement, c'est très bizarre parce qu'on devient, on rit, on devient hilarant, on rit pour un rien, en respirant de l'air dans lequel il y a beaucoup d'azote. C'est ce qu'on appelle l'ivresse des grandes profondeurs, qui a deux issues possibles sous l'eau. Celle où vous êtes heureux et vous enlevez votre embout et vous vous noyez sans le voir venir, ou alors vous paniquez et vous êtes très, très violent. Mais en question, ça s'est bien passé. Bon, eh ben, on va continuer à bien rire ensemble et à bien s'amuser et surtout à vous écouter avec passion. Et j'espère que ça se passera bien avec une autre date, le 17 octobre 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Clairvaux. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Clairvaux. Nous parlerons tout à l'heure de Entretien avec un astronaute que vous signez avec Franck Lehaut chez Deboc, un éditeur belge. Et puis le 17 octobre 2014, eh bien, c'est le jour où vous inaugurez la médiathèque Jean-François Clairvaux à Longeville-les-Metz. Et oui, effectivement, je suis né à Longeville-les-Metz. Et j'étais très touché lorsque le maire et son équipe m'ont invité à venir inaugurer cette médiathèque en me demandant mon autorisation pour donner mon nom. Donc c'est le 3e site en France qui porte mon nom, site public. Et je suis allé plusieurs fois rencontrer les jeunes, puisque c'est aussi pour les enfants, pour accéder librement à des livres, à des DVD, à des films, à des documentaires. Et ça m'a donné l'occasion de retourner dans ma vie de naissance. Oui, vous avez passé peu de temps puisque votre père, pilote de chasse, voyageait beaucoup. Voilà, exactement. Mais depuis 27 ans, je m'y rends tous les 2 ans pour le rassemblement mondial de montgolfières, le plus grand rassemblement mondial au monde de montgolfières, avec des centaines de montgolfières gonflées en même temps. Et donc, je me suis réancré, j'ai réimplanté mes racines à Longeville-les-Metz et à Metz. Vous êtes profondément lorrain, mais en même temps, vous êtes un peu toulousain de cœur. Oui, toulousain de cœur spatial, c'est là que j'ai appris à être astronauticien puis astronaute, mais on n'oublie pas là où on est né. Et puis j'ai un autre coin sympa, c'est Cercy en Bourgogne, où la place du village porte mon nom, parce que c'est là que j'ai passé toutes mes vacances d'enfance et c'est l'endroit où est née ma mère. Alors, il se trouve que votre frère jumeau, effectivement, Patrick, je crois, est psychiatre, et il a fait une thèse étonnante, des recherches sur les forces obscures, quel que soit le degré de civilisation, qui font de chaque être humain un bourreau en puissance. C'est Star Wars ? En fait, depuis qu'on est gamin, on a très longtemps, pendant nos premières, jusqu'à nos 18 ans, on a été tout le temps dans la même chambre. Et on a toujours été intéressés tous les deux par les mystères de l'invisible, par les sciences occultes et ce qui dépasse les choses qu'on voit, qu'on touche et qu'on palpe et qu'on peut mettre en équation. Et donc, il me dit, moi, finalement, je me suis orienté vers comment ça marche et lui, comment ça pense. Voilà. Mais en même temps, ce qu'il parle des forces obscures, c'est Star Wars, finalement. C'est la force. Oui, bien sûr, bien sûr. Le côté obscur de la force. Et il y a une chose qu'on ne sait pas sur Star Wars, que j'ai appris récemment. Au départ, le retour des Jedi, Luke voulait que ça se termine mal et qu'il prenne la place de Dark Vador. Et George Lucas a refusé en disant, ça n'intéressera pas les enfants, ça les traumatisera. Vous savez, c'est ce qu'on reproche au premier dessin animé de Walt Disney. C'est qu'il y avait toujours des méchantes et des bien sorcières et ça fait faire des cauchemars aux enfants. Mais c'est vrai que Luke Skywalker, évidemment, je suis un fan de Star Wars à tel point que j'ai choisi moi-même le nom de mon invention que je porte au poignet, que Omega a protégé. Je leur ai demandé, mais vous avez protégé le nom de Skywalker. Et dans le domaine de l'horlogerie, ce nom appartient à Omega. Voilà. Votre montre que vous avez inventée, c'est une montre spéciale d'ailleurs, je crois. Alors c'est une montre que vous pouvez trouver dans le commerce, mais j'étais frustré de ne pas avoir la montre idéale que j'aurais aimé avoir dans l'espace. Donc j'ai un jour où je m'ennuyais à Moscou lors d'une longue mission de réunion à l'hôtel. J'ai rédigé les spécifications de la montre idéale pour le vol spatial et la navigation en général, mais qui peut servir tout le monde. Elle a plein de fonctions utiles sur Terre.
Et puis l'Agence spatiale européenne l'a protégée par un brevet et m'a demandé trouve quelqu'un pour la faire maintenant. Et Omega m'a appelé en me disant on aimerait faire votre montre, monsieur Clairvoy. Ça tombait bien. Voilà. Alors l'espace justement, vous êtes allé 3 fois. Je crois qu'il y a 3 missions. Il y a mission pour la Terre, mission pour la science et mission pour les hommes. C'est 3 choses différentes. Oui, ça c'est une chance que j'ai eue. Mes 3 vols en navette spatiale sont des vols qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ni en termes d'altitude, ni en termes d'obliquité de l'orbite, de l'inclinaison de l'orbite par rapport au plan de l'équateur, parce qu'il y a des orbites qui survolent que l'équateur et d'autres qui survolent proche des pôles. Et puis le contenu. Ma première mission était une mission dédiée à l'étude de l'atmosphère. Donc on volait sur le dos tout le temps, et notre orbite était la plus haute inclinaison qui existe, c'est-à-dire qu'on survolait loin au nord de l'Angleterre, et il n'y a pas de vols habités qui vont plus haut que ça en latitude. Ma deuxième mission, c'était ravitailler la station spatiale russe Mir, qui avait besoin de notre mission pour recevoir des vivres et des vêtements. Donc on a permis à des humains à bord de rester à bord et de ne pas avoir besoin d'évacuer. Et puis le troisième vol, c'était aller réparer un télescope et qui nous donne à ce jour le record d'altitude, à part les missions Apollo, mais qui sera battu dans quelques mois, à plus de 600 km d'altitude. Réparer le télescope spatial Hubble qui était mort. Il était en panne totale. Et pour arriver à ça, Jean-François Clairvoy, ça veut dire beaucoup d'essais de missions à terre au départ. Alors, pour toute mission spatiale, il y a un entraînement beaucoup plus long. C'est pour ça que je dis souvent, dans notre métier, on passe plus de temps à ne pas être productif que de temps à produire de la valeur ajoutée. C'est en vol qu'on produit de la valeur ajoutée. Mais pour vous entraîner sur un vol en navette, il faut un minimum 1 an à vous entraîner dans des simulateurs où on vous soumet à des tas de pannes, où les instructeurs n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution, mais ils cherchent à nous piéger. Donc parfois on a à la fois la fuite d'air, la fuite de carburant, le feu à bord, le court-circuit. Il faut trouver la solution. Et on devient très fort à la fin. Alors au départ, la première fois où vous êtes monté dans l'espace et que vous avez vu la Terre de haut, ça a été un grand moment d'émotion. Ah oui, alors ça c'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas être préparé, même en regardant des films, des photos, en parlant aux anciens. La première fois que vous collez votre nez au hublot face à la Terre, c'est un grand waouh. Et vous en avez des larmes aux yeux, d'émotion, même si vous êtes le plus endurci des astronautes. Et vous retombez en enfance, vous vous pincez comme ça, vous pincez le collègue, tu te rends compte, on est vraiment là, on n'est pas en train de rêver. C'est bouleversant de beauté, de couleurs, de contrastes, de vivants, de volcans, d'ouragans, de forêts, de déserts, de colliers de perles turquoises, des atolls de Polynésie. Vous tombez amoureux de la planète, littéralement. Oui, et vous dites dans votre livre, d'ailleurs, Jean-François Clairvoy, que tous les astronautes ne voient pas la Terre de la même façon. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même vécu, la même sensibilité. On est tous émus. Mais certains, par exemple les croyants, voient la création de Dieu, spontanément. Même si j'étais baptisé, je ne suis pas spontanément croyant, mais je me pose la question. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser la question sur la création. Quand vous voyez la Terre, vous avez du mal à penser que c'est le pur fruit du hasard. Mais peut-être. Et il y a la vitesse de défilement de l'image qui vous a marqué aussi. Alors c'est une caractéristique des vols spatiaux orbitaux. Pour rester en orbite, qui est une pure chute libre, pour être en pure chute libre sans tomber sur la Terre, il faut avoir une vitesse horizontale de 28 000 km/h. C'est une vitesse qui fait que votre trajectoire naturelle de chute libre vous fait manquer la Terre en permanence. Votre trajectoire de chute libre est un cercle qui se referme sur lui-même. À cette vitesse-là, vous faites 16 fois le tour du monde par jour. Vous traversez la France en 2 minutes. Vous ne pouvez pas dire « Oh, ça c'est beau, je vais prendre une photo », c'est trop tard. Vous ne réussissez que les photos pour lesquelles vous avez préparé à l'avance votre appareil photo. Et donc, en quelques minutes, même pas en quelques dizaines de secondes, vous passez de l'Himalaya immaculé au désert, aux forêts tropicales d'Amazonie. Donc, c'est un film qui se déroule à toute vitesse et c'est tout le temps très beau. Donc, vous êtes émerveillé. Il y a un film qui se déroule beaucoup plus lentement et qui s'appelle La Terre vue du ciel, justement. Ce documentaire de Raymond Delourme est parti des photos de Yann Arthus Bertrand qui était exposé au Sénat. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Yann Arthus Bertrand voit tous les jours un type arriver à vélo voir l'expo. Elle a fait « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je veux faire un film. Et c'est comme ça que le film est né. Ah oui. Ça a beaucoup marqué aussi les gens, ces images de la Terre vue du ciel. Oui, effectivement, quand vous prenez des photos depuis l'espace verticalement avec un fort zoom, c'est les mêmes photos que vous prenez depuis un avion.
Donc c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup prendre des photos obliques où il y a une partie d'horizon dans le champ de vue. Parce que vous ne voyez qu'elle ne peut être prise que depuis l'espace. Et dans votre livre, vous racontez, Jean-François Clairvoy, la vie quotidienne à bord. C'est-à-dire c'est 6 heures de sommeil, 17 heures de travail et une confraternité. Oui, les astronautes deviennent frères et sœurs à vie après avoir vécu une telle expérience. Surtout quand on traverse des difficultés, des pannes et qu'on réussit à les résoudre et qu'à la fin on revient en ayant accompli notre mission avec succès. C'est la plus grande récompense des astronautes. Mais à bord, la vie, c'est du camping. C'est à la bonne franquette, sauf qu'il faut tout attacher, y compris votre sac de couchage. Mais vous pouvez faire pipi à l'envers, vous pouvez manger en flottant, en jouant avec votre nourriture, ce qu'on nous demande toujours de pas faire quand on est gamin, mais dans l'espace c'est difficile de pas jouer avec sa nourriture et ses sachets de boisson. Et puis le sommeil, vous rentrez dans votre sac de couchage et vous vous attachez pour être sûr de pas vous réveiller en dehors. Et en même temps, il y a des tâches ménagères quotidiennes comme à la maison. Oui, on a un aspirateur à bord. Et on n'a pas le balai, mais on aspire dans tous les recoins où la pesanteur a fini par planquer des batteries, des vis ou des stylos qui se sont cachés dans les interstices. Et puis pour les filtres, on se met une bande de scotch très costaud autour de la main, mais à l'envers, et on tapote les filtres. Et c'est comme ça qu'on enlève tous les petits filaments de laine, de coton qui s'accumulent sur les filtres parce que l'air est renouvelé régulièrement. Sinon, on s'asphyxie dans notre propre gaz carbonique. Et il y a une chose étonnante que j'ai apprise en lisant votre livre, c'est que les astronautes peuvent jouer à cache-cache dans le ciel. Alors, si vous êtes dans un vaisseau suffisamment grand, comme la station Mir, oui, comme dans la Station spatiale internationale, sur laquelle j'ai travaillé, mais je n'ai pas volé à bord, mais dans Mir, par exemple, il y a des endroits où vous pouvez vous cacher. Vous pouvez vous cacher dans un sac de déménagement. Parce que dans l'espace, il y a beaucoup de sacs qui servent à transporter les équipements et la nourriture et les vêtements. Et quand ils sont vides, vous pouvez vous mettre dedans et après défier le collègue pour qu'il vous retrouve. Exactement. Vous avez même joué au ballon pendant la Coupe du Monde ? Ah oui, alors dans l'espace, moi je suis très joueur. Je suis très ludique. J'aime beaucoup les jeux. En général. D'ailleurs, mes collègues me disaient que j'étais né pour jouer. Donc, dès que j'avais du temps libre dans l'espace, j'inventais des jeux. Des jeux avec des boules d'eau, des jeux avec des fléchettes de l'espace, comme je les appelle. Le ping-pong aussi, en utilisant les checklists comme raquettes, et puis en faisant des petites balles avec du scotch embobiné sur lui-même. Et puis, mais avec l'eau, on jouait beaucoup. Oui. Et puis, un soir, vous êtes retrouvé devant un vieux téléviseur et vous avez vu ce film. Outbreak, ça vous a marqué, ça. Alerte en français. Oui. C'est l'histoire d'un virus du type Ebola, quoi. C'est presque le Covid avant la lettre, mais en Afrique. Mais dans la station Mir, il y avait plus de 200 cassettes VHS, y compris la série des films Emmanuel. Il y avait des thrillers, il y avait des policiers, il y avait des films d'aventure. Et il y avait ce film à suspense, Outbreak. Et parce que je dis aux Russes, mais on peut aller au cinéma chez vous. Et l'avant-dernier soir, à bord, lors de notre mission de ravitaillement, le commandant de bord me dit, reste là. Il est allé chercher un téléviseur cathodique, puis dans un autre module, il est allé chercher un lecteur de VHS, mais les haut-parleurs de la télé étaient en panne. Donc il a branché sur l'interphone de la station Mir, qui a une bande passante réduite, donc le son était pas très bon, et c'était qu'une voix monocorde pour toutes les voix d'hommes, et une voix de femme pour toutes les voix de femmes. Je sais pas si vous avez écouté des films doublés en russe à l'époque. C'est parfois une voix pour toutes les voix et monocorde. C'était bizarre. Heureusement, c'était sous-titré en français. Heureusement. Alors, le plus dur, Jean-François Clairvoy, c'est le retour sur Terre. Il y a une descente dans tous les sens du terme. Alors, c'est effectivement surprenant. Le corps s'adapte très très vite à la pesanteur. En quelques minutes, on se sent chez soi, on se sent bien. Mais on met beaucoup plus de temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à se réadapter à la vie terrestre. Notamment à notre poids, à notre sens de l'équilibre, à notre vision. Les muscles, les os, le système urinaire, digestif, vestibulaire, immunitaire sont tous impactés par le vol spatial. Voilà, donc il faut s'attendre au retour à se sentir un peu nauséeux et se dire dis donc, si c'est comme ça quand on revient, je repars plus dans l'espace. Mais ce dégoût de l'espace disparaît très vite. J'imagine. Il se trouve que tout ça figure dans ce livre, donc on va évoquer dans quelques instants, à travers une autre date, le 18 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Clairvoy.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Clairvoy. Donc, le 18 octobre 2022 est sorti ce livre que vous signez avec Franck Léo, qui est un médecin de l'espace, qui est un de vos amis, qui est un livre d'entretien qui sort sur les chaînes littéraires belges de Bock, mais surtout un livre d'entretien qui permet de vous raconter et de raconter ce que vous pensez de l'espace. Alors c'est vrai que lorsque vous êtes astronaute, bon, vous avez déjà une aventure intéressante à raconter, vécue par votre propre corps et votre propre esprit, mais le fait d'avoir voyagé dans l'espace, parfois fait évoluer votre façon de réfléchir sur des questions du quotidien sur Terre. Et c'est ce qui a intéressé aussi Franck quand il m'a posé ces questions dans la deuxième partie du livre sur ce que je pense de l'avenir, de l'énergie, de l'enseignement, de la recherche et même sur le sens de l'existence. Il a réussi à me faire parler sur le sens de l'existence. Alors, Franck Léo, c'est un médecin que vous connaissez depuis toujours, qui a assisté à vos conférences, qui a eu l'idée de vous proposer ce livre. Oui, et puis il est devenu entre-temps instructeur sur nos vols paraboliques. C'est un des plus expérimentés pour transmettre le plaisir du vol en apesanteur aux clients qui volent dans notre avion 0G. Et c'est aussi un chercheur, donc il est très savant et connaissant sur la médecine spatiale. Je l'ai eu comme élève médecin généraliste qui vient suivre les cours pour passer sa capacité de médecine aérospatiale, dans lequel on fait intervenir un astronaute. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la toute première fois d'ailleurs. Et cet avion 0G, justement, Jean-François Clairvoy, c'est une de vos inventions qui dure. Oui, et ça fait maintenant 33 ans. On a commencé par une Caravelle, puis un A300. Maintenant, c'est un A310 qu'on a racheté à Angela Merkel. C'était l'avion de la chancelière. Ouais. Et lorsqu'on a refait la peinture, les collègues m'ont fait une bonne surprise. C'était la semaine de mes 60 ans. Et ils ont peint les écussons de mes 3 missions spatiales sous le hublot du cockpit de cet Airbus A310 qu'on a baptisé R0G et qui est au service de la science. C'est-à-dire que tous les vols touristiques que j'organise servent à financer la recherche. Exactement. Tous les bénéfices sont reversés aux agences spatiales pour financer plus de recherche. Et il y a beaucoup de monde qui est intéressé parce que finalement, l'espace touche toutes les générations, les jeunes comme les plus anciens. Effectivement, l'espace est impalpable. L'espace, au-dessus de l'atmosphère, je ne peux pas vous le faire voir, toucher, sentir, entendre, mais je peux vous le faire vivre en vrai apesanteur si vous venez dans l'avion 0G. Et donc les personnes qui viennent, je les appelle astronautes d'un jour, parce que pendant une journée, ils vont subir un briefing, un entraînement, ils vont vivre la vraie apesanteur, la vraie gravité lunaire, la vraie gravité martienne, sans artifice, et ils auront compris pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'apesanteur pour des tas de recherches dans les domaines de la physique des fluides, des matériaux, de la chimie, de la physiologie, de la science des physiques des particules, etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par ça. Alors, nous, on se limite aux 18 ans, mais parfois, exceptionnellement, on accepte un mineur qui vient avec ses parents. Et quand vous les écoutez, ils racontent différemment. Ils ont une façon de raconter qui est différente des adultes. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter les enfants. Et comme disait Saint-Exupéry, ne jamais oublier qu'on a été un enfant. Oui, et vous avez été un enfant qui a eu un privilège, Jean-François Clairvoy, c'est d'assister, comme 600 millions de personnes, au premier pas de l'homme sur la Lune. Oui, c'est vrai que j'ai vécu, je suis né avec l'astronautique, puisque je suis né 1 an après Spoutnik, et je suis né avec la NASA. La NASA a été fondée en 58, l'année de ma naissance, et donc voilà, je suis né au bon moment, au bon endroit, dans un pays qui a un programme spatial, en bonne santé. Je l'ai voulu, il faut le vouloir pour devenir astronaute. Mais il n'y a pas que le vouloir. Il faut être né au bon endroit, au bon moment, en bonne santé, et à la fin avoir de la chance. Parce qu'à la fin, il y a toujours plus de candidats, tous également très bons pour le job, qu'il n'y a de place. Alors pourquoi moi et pas lui ou elle à côté? Et voilà, j'ai eu de la chance. Oui, il y a beaucoup de candidats d'ailleurs qui auraient pu être astronautes, mais notamment en Russie, qui ont un peu trop bu pendant les entraînements. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Les cosmonautes boivent beaucoup. Et lors d'un congrès Man in Space, donc l'homme dans l'espace, à Tachkent en Ouzbékistan, au petit déjeuner, mes collègues cosmonautes, ils buvaient un demi-litre de cognac. Incroyable. Mais après, ils donnaient leur conférence, ils faisaient le travail. Donc, et c'est ce qui m'a donné l'occasion de boire un peu d'alcool dans l'espace, c'est interdit. Oui. Mais dans la station Mir, ils avaient une petite bouteille de cognac et on a bu un demi-litre à 10 sur 5 jours. C'est raisonnable. C'est très raisonnable. Mais c'était sympa.
Alors, il se trouve que dans ce livre, vous évoquez aussi ce qu'on appelle les cow-boys de l'espace, les pionniers. Et il y en a un qui est très cher à votre cœur. John Glenn. John Glenn, qui est le premier à avoir tourné 3 fois autour de la Terre. Et d'ailleurs, qui est le premier aussi à être revenu sur Terre avec sa capsule. Alors, John Glenn, effectivement, c'est le premier Américain. Oui. Et qui s'entraînait pour son 2e vol spatial pendant que je m'entraînais pour le mien. Oui. Donc il a volé à l'âge de 78 ans, 77 ans et demi. C'est comme si moi je volais en 2035. Donc j'ai toujours bon espoir de repartir. Et vous avez créé des liens d'amitié avec John Glenn. Alors surtout avec John Young, en fait. Parce que John Glenn, je l'ai rencontré pas très longtemps. On se rencontrait à la gym. Mais John Young a été mon instructeur dans la navette spatiale. J'ai beaucoup volé avec lui en avion de chasse. Il m'a souvent invité chez lui. Et quand j'ai appris à le connaître, j'ai compris que c'était, pour moi, à ce jour, le plus grand de tous. C'est pas le premier Américain, mais c'est le premier à avoir volé à bord de Gemini. Il a revolé sur Gemini, puis il a volé 2 fois vers la Lune, dont 1 fois sur la Lune, et 2 fois en navette, dont la première fois sur la navette. Donc et il a dédié sa carrière. Moi, pour moi, John Young, c'est l'astronaute qu'on devrait tous rêver de devenir, c'est-à-dire avoir fait des grandes premières et avoir contribué par son expérience personnelle et son dévouement à faire progresser l'astronautique. Et il y en a un autre moins connu que vous citez et qui vous fascine, à qui vous rendez hommage dans ce livre, Jean-François Clairvoy, c'est Story Musgrave. Ah oui, alors Story Musgrave, tout le monde l'appelait l'alien chez les astronautes, parce que Story Musgrave, il ne pense pas comme les autres, il a une enfance qui vous fait penser que jamais vous pouvez imaginer qu'il deviendrait astronaute, avec des problèmes, le père qui suicide, un frère qui suicide. Un cancre à l'école. Un cancre à l'école, il abandonne l'école très tôt, et puis un jour il a le déclic. Il a envie de voler, il devient pilote, il fait des études de médecine, il devient chirurgien, neurologue. Mais dans l'espace, il ne pense pas seulement qu'au travail. Donc je lui ai demandé, Story, est-ce que tu peux me rendre visite pendant la quarantaine avant mon premier vol pour me dire toutes les choses à faire, à penser, à essayer, qui sont pas liées au travail, mais qui sont uniques au fait que je serai dans l'espace. Et il m'a fait vivre des expériences extraordinaires. Story Musgrave, c'est le plus extraterrestre de tous les astronautes. Justement, dans ce livre, Entretien avec un astronaute, vous expliquez aussi que vous avez un côté extraterrestre. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le monde comme les autres, Jean-François Clairvoy. C'est-à-dire que il faut être dans l'espace, dans un environnement qui agit sur votre corps. Je disais les muscles, les os, le système urinaire, digestif, cardiovasculaire, vestibulaire, visuel, immunitaire. Il faut être dans l'espace pour voir la Terre dans son entièreté, sur un fond noir apparemment vide à l'infini du cosmos. Parce qu'on ne voit pas les étoiles si on ne fait pas quelque chose pour les voir. C'est Story Musgrave qui m'a enseigné à savoir voir les étoiles depuis l'espace. Parce que quand on travaille, on est dans un milieu éclairé, et donc votre œil n'est pas assez adapté à l'obscurité pour voir les étoiles. Et donc, vous êtes extraterrestre quand vous êtes dans l'espace. Vous sentez des bouleversements dans votre corps. D'autres, vous ne les sentez pas, mais c'est les médecins qui vous disent vous êtes atrophié, décalcifié, déshydraté, irradié, déficient immunitaire. Bon, ça on le sent pas, mais on sait que notre corps, notre physiologie nous a rendu un peu extraterrestres, compatibles quand même, ça marche, on reste en bonne santé, on peut travailler, mais l'expérience sensorielle est unique. Il faut être dans l'espace pour voir le ciel noir en plein jour et pour voir la Terre dans sa globalité. Oui, d'ailleurs que l'espace, il est tout noir quand on le découvre. Il faut, voilà, si vous êtes du côté nocturne de l'orbite, donc toutes les 45 minutes, je vous rappelle, une orbite complète en 1h30, 16 fois 1h30 dans 24 heures, donc 16 tours du monde par jour, et la moitié du temps, on survole le côté de la Terre où il fait nuit. Donc là, vous éteignez toutes les lumières dans le vaisseau, il faut qu'on soit d'accord entre nous, parce que normalement c'est interdit, dans tout vaisseau, même sur un bateau. Vous attendez que la pupille et l'œil s'adaptent à l'obscurité, et ce qui apparemment était vide devient tapissé d'étoiles qui ne scintillent pas, parce que le scintillement vient de l'atmosphère. Quand on est sur Terre, nous on est au-delà de l'atmosphère. Et vous percevez la couleur des étoiles. Et là vous vous dites, mais c'est pas possible qu'on soit seul dans l'univers. On sait pas, hein. Oui. Mais la première fois que vous regardez la Terre sur fond noir vide, vous avez l'impression qu'il n'y a que nous. Il y a le Soleil, la Lune, la Terre et rien d'autre dans l'univers. Mais quand vous voyez toutes ces étoiles tapissées, colorées, vous vous dites c'est pas possible. Mais on ne sait pas.
Alors, on ne sait pas, mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que la course à l'espace est politique, et ça, vous ne l'aviez pas compris au départ, même si vous y participez. Ah voilà, moi, en regardant Neil Armstrong et Buzz Aldrin marcher sur la Lune en temps réel, avec un petit Nixon sur le côté qui leur parle en direct, je voyais des gens comme moi. Je dis, mais c'est des êtres humains, c'est des terriens qui font ça. Donc moi, je le ferai un jour. Je me disais pas, c'est une course entre les Soviétiques, les Américains, mais effectivement, la perception politique de notre monde, même depuis l'espace, on l'aperçoit pas très bien. Il y a très peu de frontières qu'on voit bien depuis l'espace. Il y a la frontière entre l'Égypte et l'Israël, et puis il y a la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a 2-3 endroits comme ça, mais en général, vous voyez la Terre comme un ensemble. Exactement. Alors, il se trouve aussi qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, et dans ce livre, et vous parlez d'expérience, Jean-François Clairvoy, vous êtes résolument optimiste. Oui, parce que je me dis que l'être humain est capable de résoudre tous les problèmes, y compris ceux qu'il provoque de ses propres erreurs. Parfois, il le fait un peu au pied du mur, parfois ça coûte cher, parfois ça cause malheureusement des catastrophes, parfois des guerres, mais j'ai confiance en l'humanité parce qu'elle a toujours su faire ce qu'il fallait. Je regrette juste que on s'y prenne pas déjà maintenant à l'échelle de la planète. Vous savez, la Terre est un vaisseau spatial, et ça, vous en prenez conscience quand vous êtes astronaute. C'est une des différences entre le fait d'être allé dans l'espace ou pas. C'est que vous réalisez que la Terre est un vaisseau spatial qui nous transporte tous. Et lorsqu'on va dans l'espace, on signe ce qu'on appelle le code de conduite des équipages. C'est le seul document juridique que j'ai eu à signer en tant qu'astronaute. Vous remplacez le mot équipage par nation, ça donne un code de conduite idéal que toutes les nations pourraient adopter pour ensemble gérer notre planète. En revanche, la pollution est un problème, et là, vous êtes clair, il faut vraiment le résoudre rapidement. Oui, alors on voit pas les particules à l'œil nu, mais quand vous survolez des grandes villes comme Mexico City, ou que vous distinguez pas aussi bien que d'autres villes en altitude parce qu'il y a un nuage de poussière au-dessus, vous réalisez que on vit pas de façon très propre. Quand vous voyez des bateaux qui dessalent leurs cuves, les pétroliers au large, vous voyez les nappes d'huile qui reflètent pas le soleil de la même façon. Vous voyez que là, on a pollué la surface. Vous voyez les forêts, les grandes forêts amazoniennes ou même à Madagascar, par exemple, et qui sont lacérées aux endroits où on coupe les arbres. Ça fait mal au cœur, et on se dit, il faudrait que tous les décideurs et ceux qui ont du pouvoir de décision, des pouvoirs de décider, donc de décider, s'ils pouvaient aller dans l'espace, je pense qu'ils agiraient plus fortement et en harmonie à l'échelle de la planète. Ce livre, Entretien avec un astronaute, vous avez donné les droits à une association qui défend les fonds marins. Oui, parce que finalement, quand vous regardez la Terre, donc, et vous dites la Terre est un vaisseau spatial, vous dites, mais finalement, si c'est un vaisseau spatial, ce système, il y a un système de support-vie. Nous, ce qui nous permet de vivre, on appelle ça le système de support-vie, qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la température, le cycle de l'eau, recycle l'urine en eau potable, etc., nourrit l'équipage. Qu'est-ce qui fait ça pour la planète Terre ? En fait, je l'ai appris en étant astronaute, c'est l'océan. L'océan est le principal producteur d'oxygène, c'est le principal absorbeur de gaz carbonique, il nourrit plus de la moitié de la population, il régule le cycle de l'eau et la température de l'atmosphère. Donc je vois l'océan comme l'équivalent du système qui permet de vivre dans mon vaisseau spatial. Donc je suis devenu sensible à cela, et avec un collègue américain, nous parrainons cette association Te Mana o Te Moana, qui veut dire en tahitien l'esprit de l'océan, basée en Polynésie française. Vous êtes toujours aussi passionné, l'avenir pour vous, c'est encore des expériences, peut-être un jour un 4e vol, on ne sait jamais. Ah bah oui, d'ailleurs j'ai un collègue qui est né en 58 comme moi, de ma promotion au NASA, du 14e groupe d'astronautes NASA, qui a quitté la NASA en 2007 en se disant je revolerai plus dans l'espace, et puis il y a quelques années, une société privée a fait appel à lui pour être commandant de bord privé d'un vol de touristes. Et donc il a revolé en avril dernier, donc je me dis c'est peut-être pas fini pour moi, mais je suis déjà très content, fier et chanceux d'avoir vécu ce que j'ai vécu, et j'aimerais tant que d'autres personnes le vivent à leur tour. Et pour en savoir plus, il faut lire ce livre Entretien avec un astronaute que vous signez avec Franck Lehaut chez Debec, et vraiment continuer ainsi à défendre cette passion qui nous touche tous. Et comme disait notre ami Spock de Star Trek, à tous, live long and prosper.
Et je rajouterai and safe, et en sécurité. Merci Jean-François Clairvoy. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.